Lorsque l'économie vacille, l'or brille. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a quelque temps et on voyait qu'il y avait beaucoup de raisons de s'inquiéter sur l'économie actuelle et sur l'avenir de l'économie, même au niveau mondial, français forcément, mais même au niveau mondial. Et on voyait dans le même temps que l'or était en train d'augmenter, de battre des records et que des banques centrales elles-mêmes étaient en train d'acheter très massivement de l'or, comme la Banque centrale de Chine. Bon, cette vidéo, elle a beaucoup plu et du coup, j'ai voulu me pencher davantage sur l'or. D'abord, voir si c'est vraiment une valeur refuge, voir ce que ça a pu rapporter et voir dans quelles conditions vous particulier, vous pourriez acheter de l'or et que ça se passe bien. Et pour ça, j'ai invité Nicolas Delourme. Nicolas Delourme, bonjour. Bonjour François-Xavier, Vous bonjour à êtes tous. donc un journaliste. Pardon. Donc vous êtes un journaliste patrimonial. Vous êtes spécialiste de l'or. Vous avez d'ailleurs écrit des livres sur l'or et notamment un guide d'initiation à l'or d'investissement. D'ailleurs, je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a un lien dans la description. Donc, Nicolas Delorme, on va parler ensemble de l'or et on va essayer de faire si on peut, le tour de la question de l'or, en tout cas, pour voir si effectivement ça m'intéresse, si les particuliers peuvent s'y intéresser et ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent l'acheter, s'il y a un intérêt à le faire et surtout ce qu'ils peuvent en attendre. Notamment parce que vous avez aussi rédigé quelque chose de très intéressant sur la hausse de l'or. Alors, on va commencer. Voilà, c'est ça, la rentabilité La de l'or. rentabilité. La rentabilité de l'or, oui. Donc, on va juste commencer. J'aurais aimé qu'on parle de l'or comme valeur refuge. Est-ce que on considère souvent l'or comme une valeur refuge? Est-ce qu'on fait bien de parler de valeur refuge quand on parle de l'or? Ouais, c'est un bon début en tout cas. C'est même la valeur refuge par excellence, l'or. Alors pourquoi on dit ça? On dit ça parce que la définition, c'est un actif dont la valeur ne diminue pas en période de crise. Donc la question, est-ce que la valeur de l'or a diminué ou augmenté au fil du temps? Souvent, on prend l'image du bœuf. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette image, mais il y a plusieurs siècles, une once d'or permettait d'acheter un bœuf. Eh bien, aujourd'hui, on peut considérer qu'une once d'or permet d'acheter un bœuf. Alors, on n'achète plus beaucoup de bœufs aujourd'hui, mais bon, vous voyez le principe, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat de l'once d'or reste, linéaire, a priori à plat, mais c'est pas un range qui dure éternellement. Hein. Il y a des phases de hausse assez spectaculaires d'ailleurs, et tout indique que nous sommes justement là-dedans. Alors voilà, donc ces valeurs refuges sur c'est tellement vieux l'or que c'est une valeur refuge sur un temps très long, mais à court ou moyen terme, à l'échelle d'une vie, j'ai envie de dire, d'une vie humaine, ça peut être beaucoup mieux qu'une valeur refuge. En tout cas, c'est ce qu'on constate ces dernières décennies et surtout en ce moment, mais je dis ces dernières décennies parce que le rapport sur la rentabilité de l'or, dont on parlera tout à l'heure, j'ai pris les cours de l'or depuis que l'euro existe, donc depuis 1999, et on en reparlera, mais vous verrez que quand même c'est mieux qu'une c'est mieux qu'une valeur refuge. Alors, il y a d'autres adjectifs qui collent bien à l'or. Moi, j'aime bien parler de fondation dans l'épargne, un peu comme les fondations d'une maison. Vous pouvez pas bâtir au-dessus d'un terrain si vous n'avez pas fait des fondations solides, une base. Ben voilà, je trouve que c'est une bonne base. On parle de placement universel. Alors cet adjectif-là, il vient des directeurs et présidents de banques centrales. Jean-Claude Trichet, Christian Noyer l'a utilisé, Alan Greenspan aussi aux États-Unis, l'ancien président de la Fed. Placement universel. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'idée que ça traverse le temps et ça traverse l'espace. Vous pouvez traverser le monde avec votre pièce d'or. C'est universellement reconnu et elle aura la même valeur quelle que soit l'économie et le pays que vous visitez. Et puis l'or, c'est surtout un actif tangible. Et là, alors je ne sais pas si refuge peut venir aussi sur ce terrain-là, hein, de l'actif solide. Mais l'or, c'est un actif solide. Donc, quand on perd confiance dans le système bancaire habituel, ou quand on perd confiance même en la monnaie fiduciaire, la monnaie papier, avoir un actif
tangible, solide, c'est quand même très rassurant. Alors, c'est marrant parce que l'or, c'est à la fois solide et liquide. J'aime bien cette idée-là. C'est hyper liquide. Hein. Vous pouvez vendre très facilement votre or. Vous pouvez l'acheter très facilement. Vous pouvez le revendre très facilement, y compris sur Internet. Je parle d'or physique. Hein. Je parle pas d'or papier. Je parle bien d'or physique. Il est possible de détenir de l'or sans le posséder soi-même pour s'éviter les problèmes de garde, de sécurité, etc. Donc, c'est sécurisé et vous pilotez votre or physique, vos pièces et vos petits lingots. Les lingots, maintenant, ça commence à être trop cher, les gros lingots. Vous pilotez ça avec du bout de la souris, hein, du bout des doigts. Voilà, donc pour faire le tour de la question sur la valeur refuge et étendre un peu cet adjectif, ce qualificatif refuge, voilà ce qu'on pourrait retenir de l'or. Mais c'est vraiment un fondement. Vous avez dit dans votre présentation, est-ce que les épargnants peuvent détenir de l'or? J'ai envie de reprendre cette question et de la poser autrement. Est-ce que les épargnants doivent détenir de l'or? La vraie question aujourd'hui, c'est celle-là, parce que peuvent-ils le faire? Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a suffisamment de services et de négociants, notamment en ligne, qui existent pour proposer des solutions innovantes. Mais ne pas en avoir, est-ce que c'est pas une erreur? Écoutez, je pose la question et on va donner des éléments de réponse si vous voulez bien. Oui, comme ça, après, ceux qui regardent la vidéo pourront mettre dans les commentaires si à la fin de la vidéo, ils pensent qu'il faut avoir de l'or ou pas, si c'est une nécessité. Voilà, comment ils se sentent nécessité. Est-ce qu'il y a des périodes particulières par lesquelles il faut investir dans l'or? Est-ce que, comme c'est une valeur, bon, pas que refuge, mais on l'a entendu aussi refuge, est-ce qu'il y a des périodes particulières pour investir dans l'or? Soit des périodes, je dirais, de temps long, à l'échelle d'années ou de décennies, soit même c'est mieux d'investir en janvier qu'en août. Enfin, est-ce qu'il y a des moments qui semblent plus indiqués que l'autre pour acheter de l'or? Dans l'année, c'est un petit peu difficile. Hein. Il y a eu des exercices statistiques faits là-dessus, mais bon, on voit qu'ils sont quand même assez fragiles. Maintenant, les moments, pour parler simple, jusqu'à présent, il y avait un lien avec les taux d'intérêt réels entre les cours de l'or et les taux d'intérêt réels. Donc, quand les taux d'intérêt augmentaient, les cours de l'or diminuaient, ce qui pouvait d'ailleurs procurer une bonne occasion d'en acheter en attendant la vague suivante, c'est-à-dire un retournement, une baisse des taux d'intérêt et une augmentation des cours de l'or. C'est assez logique parce que l'or ne rapporte pas de revenus en tant que tel, alors qu'une obligation rapporte un coupon chaque année. Donc forcément, quand le taux d'intérêt augmente, les investisseurs cherchant un revenu, ils vont plutôt là-dessus. Mais ce lien très classique, d'ailleurs, on parlait de valeur refuge, il y a aussi le lien entre inflation et or, c'est-à-dire que pour se protéger de l'inflation, on achète de l'or. Cette règle-là, ces deux règles-là, et surtout celle liée au taux d'intérêt, semblent casser. On l'a vu ces 2 dernières années. Vous en avez vous-même parlé, François-Xavier, j'ai vu dans votre dernière vidéo, les taux d'intérêt ont progressé, ce qui n'a pas empêché l'or de progresser dans l'intervalle. Alors les bons moments, ça se discute parce que si on regarde dans le rétroviseur les cours de l'or, quand on est au creux de la vague, je vais vous dire c'était le meilleur moment. Donc ça c'est assez facile. Donc quand les cours ont baissé, achetez en attendant que ça remonte. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vous ai pas trop aidé. Par contre, une épargne régulière sur l'or, c'est-à-dire profiter du fait de pouvoir moyenner ses prix d'achat, c'est redoutablement efficace. Je suis en train de préparer un périodique, un trimestriel sur l'épargne or, donc sur l'épargne progressive, et on obtient quasiment les mêmes résultats que la rentabilité moyenne de l'or sur des périodes très variables, longues ou courtes, en investissant régulièrement sur l'or. Voilà, donc le bon moment. Maintenant, quand on regarde les expertises, qu'on écoute et qu'on lit les expertises des analystes et même des banquiers, on en reparlera peut-être, et qu'ils nous parlent de cours de l'or à 3000, 4000, avec des termes assez proches. J'ai vu un analyste de BNP Paribas
oui, c'est ça, BNP Paribas Fortis en Belgique, qui parlait d'un cours à 4 000 $ en 2025. C'est rare que les banquiers, enfin moi je ne me pas souvenir d'avoir entendu des banquiers s'engager de la sorte sur le métal jaune. Donc on a battu des cours de l'or récemment. On devrait en battre d'autres parce que tous les scénarios qu'on lit, que ce soit des économistes, des experts spécialisés, des banquiers, disent que on est parti dans un rallye qui va durer de longues années, probablement plus d'une décennie, et ce même stratégiste de BNP Paribas Fortis, qui s'appelle Giscel, Philippe Giscel, lui est convaincu que l'or s'est engagé sur un changement structurel qui va durer 20 ans. Vous voyez, on a le temps, mais enfin, plus on monte tôt dans le train, ou dans le funiculaire, hein, plutôt, de l'or, parce qu'il monte, plutôt on monte, mieux ce sera. Voilà ce qu'on peut dire. Mais c'est quand même intéressant, votre question, parce que oui, il faut casser une idée reçue. L'or, c'est pas un truc de riche. On peut s'acheter un tout petit peu d'or, on peut s'acheter des fractions de pièces, de jetons, de petits lingots d'or, alors, à partir de 1 euro. On peut acheter un gramme qui vaut quelques dizaines d'euros, mais si on veut avoir de l'or chez soi, hein, c'est quand même le minimum, bon, d'or physique. Mais sinon, si vous voulez investir sur de l'or physique, mais qui est en ligne, de l'or digitalisé en quelque sorte, 1 euro suffit. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'universel. Quant au moment, si on n'en a pas, moi je recommande d'en avoir un peu, de réfléchir à ça, de réorienter une partie de son épargne sur l'or. Donc le bon moment, c'est dès que possible. D'accord. Et alors, si on en prend, en fait, quelle rentabilité on peut espérer avoir? Vous avez fait, vous faites un rapport sur la rentabilité de l'or. Là, il y a le rapport 2024 qui est sorti. Alors, même chose pour ceux qui nous regardent. Dans la description, vous cliquez sur le lien et vous pourrez télécharger gratuitement le rapport 2024. Et si j'achète de l'or, en fait, à quelle rentabilité je dois m'attendre? Moi, je vous avoue, parce que je connais la réponse, hein, je le dis à tout le monde, évidemment, je connais la réponse, et j'ai été très surpris. J'ai été très, très surpris par la réponse. Je pense d'ailleurs que c'est mieux que vous commenciez en disant comment vous avez fait votre étude avant qu'on donne le chiffre, parce que le chiffre en lui-même est très surprenant et on a tendance à se dire non, c'est pas possible. Donc, et je le dis à tout le monde, j'ai pas d'or à vous vendre. Hein. J'essaye pas de vous vendre de l'or, j'ai pas d'or à vous vendre. C'est juste que j'ai été très très surpris de cette rentabilité. J'ai été très très surpris de cette étude. Mais avant, on va dire comment vous faites cette étude pour montrer que c'est très sérieux et enfin ce rapport. Et après, vous donnerez la rentabilité après seulement pour. Voilà, une fois que les gens seront rassurés sur le sérieux. On va procéder comme ça, d'accord, entendu. Alors, écoutez, moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai fait mes calculs. Je les ai faits, je les ai refaits. Voilà, ça fait quelques années maintenant que je publie ce rapport, donc annuellement, au point que je les ai fait certifier par un huissier, parce que sinon, on ne me croyait pas. Je donnais le taux dont on va parler dans quelques instants, et on ne me croyait pas, donc j'ai fini par trouver un huissier de justice, un commissaire maintenant, on dit un commissaire de justice, qui a bien voulu certifier les chiffres utilisés, les taux, les calculs, l'ensemble de ce rapport. Il vérifie chaque année que les calculs sont effectivement exacts, et donc c'est très vérifié le chiffre dont on va parler tout à l'heure. Alors, comment j'ai procédé? Je me méfie, vous savez, des taux de rentabilité, de rendement que l'on donne sur un actif sur une période précise, parce que sur une période précise, on peut trouver le bon, le mauvais, le moyen, on peut tout trouver. On peut prendre n'importe quel actif, n'importe quel produit d'épargne, ou même la bourse, peu importe. Et puis, je vais vous sortir une période favorable, une période défavorable, et là-dessus, on pourra discuter pendant des jours. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à savoir
toute période d'investissement confondue. Je me mets à la place en fait de l'épargnant. Moi, je ne sais pas quand est-ce que l'épargnant est rentré depuis que l'euro existe, parce qu'il fallait bien un point de départ. En euros, j'ai fait depuis que l'euro existe, donc 1999, 1er janvier 99, et puis en dollars, la fin des accords de Bretton Woods, donc 1970. Et donc, enfin, j'ai commencé en 71. Et donc, j'ai pris toutes les périodes d'investissement possibles, puisque a priori, un épargnant peut souhaiter investir à court terme ou à long terme ou à très long terme. Donc, je pars de 1999 et je regarde la rentabilité de l'or de la première période, 1999-2000. Puis la deuxième période, 1999-2001. Puis 1999-2002, etc., jusqu'à 1999-2024. Et puis après, je me place en 2000 et c'est reparti 2000, 2001, 2000, 2002, 2000, 2003, etc. Et je déroule tout cela. Alors, ça fait un grand nombre de combinaisons à l'arrivée. En euros, il y a 325 combinaisons. En dollars, les cours de l'or exprimés en dollars, il y a 1431 combinaisons dans le rapport de cette année. Puis chaque année, ça augmente, forcément. Et une fois que j'obtiens ça, donc je calcule la rentabilité, donc l'équivalent. Il faut raisonner comme ça. À quel taux devrais-je placer pour obtenir la même rentabilité? C'est vraiment comme ça que j'ai raisonné. À quel taux aurais-je dû placer mon épargne pour obtenir la même rentabilité? Et je fais la moyenne des taux de rentabilité sur toutes ces périodes, les 325 combinaisons, les 325 périodes d'investissement possibles. Je fais la moyenne, ce qui permet de dire qu'en moyenne, un épargnant qui est entré, qui a acheté de l'or depuis que l'euro existe, depuis 1999, et qui l'a revendu à n'importe quel moment. Alors, quand je dis n'importe quel moment, on évite d'acheter et de vendre à n'importe quel moment. Enfin, acheter, ça se discute parce qu'on achète de l'or, on épargne quand on a les moyens. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Certes, on peut chercher les points bas, on cherche tous les points bas, bien sûr, c'est ce dont on parlait à l'instant. Mais souvent, le déclencheur, le catalyseur de l'achat d'or, c'est tiens, j'ai une petite entrée d'argent ou j'ai un peu épargné et je souhaite convertir ces euros en or. Pour la sortie, il peut y avoir des moments où on en a besoin de son épargne, et puis il peut y avoir des moments opportuns parce qu'on trouve que la plus-value réalisée est sympathique. Donc j'ai quand même pris, j'ai tout combiné sans me poser de questions est-ce que c'était un bon ou un mauvais moment. Donc on pourrait dire qu'il y a cet aléa, mais au moins ça couvre toutes les périodes qu'ont connues les épargnants depuis 1999, et donc j'en sors un taux qui est la moyenne de toutes les rentabilités de toutes ces périodes. Et donc ce taux, allons-y maintenant qu'on a bien voilà, maintenant qu'on a bien expliqué comment. Alors ce taux, il est aujourd'hui de 8,69% par an. Donc lisez-le comme je viens de vous le dire. À quel taux auriez-vous dû placer votre épargne, trouver un produit d'épargne pour obtenir la même rentabilité? En moyenne, 8,69% par an. Alors, il y a des disparités. Il y a quelques années, on pourra en parler, quelques années où le cours de l'or s'est replié. Et puis, pour l'essentiel, le cours de l'or a progressé, des fois très fortement, sur des taux à deux chiffres. Je me souviens, entre 2010 et 2011, on est à près de 38% en euros. L'année dernière, 2023, 9,79%. Et cette année, c'est parti très très fort pour 2024. Voilà, donc ce taux de 8,69. Bon, dans la durée, il devrait se stabiliser parce que la population statistique augmentant, voilà, donc on devrait toujours se situer par là, mais il devrait encore augmenter dans les années qui viennent parce que le rallye qu'on voit partir là, il est vraiment impressionnant. La pente est raide. Je parlais de funiculaire tout à l'heure. Il faut un funiculaire pour monter ça. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin moi ce qui m'a bluffé, c'est que là on a une statistique sur une longue période, donc 99-2023, on est sur 24 ans. On est à 8,69% par an. Alors sur 24 ans, donc c'est fiable, c'est-à-dire qu'une statistique sur un an, une statistique sur 2 ans, ça veut rien dire. Sur 24 ans, vous commencez à avoir quelque chose. Ça ne veut pas dire que que cette année, ça va augmenter de 8,69 ou que l'an prochain, ça va augmenter de 8,69. Je crois que tous ceux qui nous écoutent savent maintenant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme on dit. Mais quand vous avez 24 ans
de performance, ça vous donne déjà une indication assez propre, voilà, qui ne peut pas être parfaite, mais qui est assez propre. Et quand vous la comparez, donc l'or qui est un actif, je dirais extrêmement solide, vous comparez ça à des obligations d'État ou à du livret A, vous apercevez que c'est quand même beaucoup plus rentable, quoi. Enfin, les obligations d'État, je parle d'État sérieux, hein, évidemment. Si vous allez sur Zimbabwe, vous allez avoir mieux, mais ça sera beaucoup plus risqué pour votre capital. Donc, si on compare à des États, comme l'or est un actif extrêmement sérieux, si on le compare à des États extrêmement sérieux, à 8,69, vous êtes quand même très très bien par rapport à toutes les obligations d'État, et vous êtes par rapport au livret A, je vais même pas en parler parce que ce serait faire injure. Enfin voilà, les gens qui ont un livret A vont finir par mal le prendre, mais voilà, c'est quand même une rentabilité assez exceptionnelle. Alors je vais vous donner quelques chiffres encore qui sont issus de ce rapport. Là, je me place en 71. Alors vous avez dit, on est sur une longue période de 24-25 ans. Oui, et surtout, il y a toutes les périodes là-dedans. Hein. Encore une fois, c'est une combinaison de toutes les périodes qu'on arrive à repérer dans cette fenêtre de 25 ans. Mais bien avant 1971, donc là, j'ai regardé en dollars, quand je prends les cours de l'or entre 2 années, quelles qu'elles soient, toujours de la même manière, eh bien la rentabilité est positive dans 8 cas sur 10. Ça veut dire qu'on finit 80% de fois l'année en gain, en plus-value. Et la progression est en moyenne de 8,5%. Hein, donc on trouve le même taux, ce qui est logique. À l'inverse, quand il s'agit d'une perte, donc les 2 cas sur 10, hein, quand le cours de l'or a baissé au cours de l'année, eh bien cette perte s'établit à 4,04. Donc on voit que non seulement l'or progresse 4 fois plus souvent qu'il ne freine, et quand il appuie sur le champignon, quand il appuie sur l'accélérateur, il y met 2 fois plus d'énergie que sur la pédale de frein. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce taux moyen global de 8,69%. Maintenant, vous parlez des périodes courtes. Oui, alors l'or, je pense pas que surtout l'or physique, c'est pas un actif pour faire un coup. Hein. On n'achète pas le matin pour revendre le soir. On peut, mais l'or physique, surtout si vous faites livrer votre pièce ou votre petit lingot chez vous, le temps de le recevoir, vous n'aurez pas le temps de le recevoir avant de vouloir le vendre. Non, c'est vraiment un actif de moyen, voire de long terme à l'échelle de plusieurs décennies, de la vie même. On peut l'imaginer comme ça, parce que l'or, ça peut servir à plein de choses avec un taux de rendement comme celui-là. Ça peut servir de rente, oui, parce que même si l'or ne génère pas de revenus, vous pouvez toujours faire des petites reventes partielles. On l'a dit, hein, on peut revendre gramme par gramme et même fraction par fraction. Quand c'est des gros lingots qu'on détient physiquement, là c'est vrai que c'est un autre problème. C'est un vrai problème de riche. Mais il y a plus beaucoup de monde qui a des gros lingots. Non, parce que c'est trop cher. C'est trop cher le lingot d'1 kilo tel qu'on se le représente, 70 000 euros. Bon, vous allez mettre sur la table 70 000 euros. Bon, voilà, déjà il faut les avoir. C'est ça. Mais il faut pas se faire cambrioler. Voilà, et il faut pas se faire cambrioler. Là, vous dormez pas, hein. Avec des lingots sous le matelas ou dans le parquet ou derrière la cheminée, on dort pas. Mais pour revenir à l'intérêt de l'or, donc à moyen, long terme, ça peut servir à la retraite, ça peut servir d'épargne immobilière. Figurez-vous que aux éditions Jean de Portal, il y a un auteur qui a fait l'expérience d'acheter un bien immobilier, un studio, après avoir investi sur l'or. Donc il a épargné sur l'or entre 2018 et 2024. Hein, il a fait x2, je crois qu'il a fait 2 fois même. Il avait déjà fait entre 2005 et 2013 et il a refait le coup entre 2018 et 2024. Et il a acheté un studio au bord de la mer très 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 récemment. Donc c'est un bon levier pour aller ensuite investir dans la pierre. On peut rêver comme ça, s'acheter une résidence secondaire, là en l'occurrence à moitié prix. C'est ce qu'il a fait. Oui. Alors déjà deux choses. La première, je m'excuse auprès des éditions Jean Portal. J'ai pas dit que les deux livres, que ce soit le rapport 2024 sur la rentabilité de l'or ou le guide d'initiation à l'or d'investissement, sont
aux éditions Jean Portal. Donc voilà, excusez-moi, je le dis. Voilà, et le site c'est www.jeandeportal en un seul mot.fr. Oui. Mais il y aura un lien dans la description. Les liens dans votre donc description. Et la deuxième chose, en fait, ce à quoi j'ai pensé, je suis grand-père depuis pas très longtemps. Mes auditeurs ne le savent pas tous parce que je cache un peu mon âge. Alors, mais je suis grand-père depuis pas très longtemps, merci. Et en vous écoutant, justement, je pensais à ces gens qui achètent parfois une action Air Liquide ou une action ou L'Oréal, enfin les grosses actions, pour justement la naissance d'un enfant. Et on dit souvent, vous achetez une action comme ça, puis comme ça, quand il sera grand, il aura des sous pour démarrer dans la vie. Et je me dis que finalement, une pièce, ou un lingotin, ça commence à faire cher, mais pas forcément si c'est un lingotin, si c'est un lingotin de quelques grammes, non, c'est pas forcément très cher, vous voyez. Donc un lingotin pour la naissance de ma petite fille, c'est une petite fille. Donc un lingotin pour la naissance de ma petite fille, je me dis tiens, finalement ça me tente assez. Et parce que c'est physique, vous voyez, une action, c'est pas physique, c'est plus compliqué. Alors que le lingotin, les parents peuvent le cacher dans l'armoire, c'est visible, quoi. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que en fiscalité, j'ai beaucoup travaillé, y compris sur les questions de transmission de l'or. Je parle bien toujours de cet actif. Et en fait, c'est un super véhicule de transmission. Alors, je reviens à la symbolique. Alors juste, j'ai vécu. Passons au symbolique. Mais après, justement, on parlera de fiscalité parce que quand il y a beaucoup d'argent, il y a souvent le fisc. C'est vrai. Oui. Mais allons-y à la symbolique. Alors, juste sur la symbolique, j'ai vécu la même chose que votre petite fille, donc à la place de votre petite fille avec mon grand-père qui était agriculteur, donc il fallait pas lui parler d'action, il fallait même pas lui parler de livret bancaire. Il allait tous les samedis au Crédit Agricole pour vérifier que son argent était toujours là, et quand l'ordinateur est arrivé, qu'un chiffre s'est affiché sur l'écran, il y croyait qu'à moitié. L'or, ça lui parlait mieux. Donc, il nous a offert quelques Napoléons avec ses moyens. Mais c'est vrai que c'est super chargé symboliquement. Donc, c'est bien un actif financier qui passe de la main à la main, mais c'est plus qu'un actif financier. Vous voyez, quand on offre un billet à un enfant, il a beaucoup plus de facilité à aller le dépenser qu'à aller revendre sa pièce parce qu'elle est chargée symboliquement, parce que ça relève presque du bien familial. Mais enfin, ça reste de l'or, et l'or est universel, on l'a dit tout à l'heure, hyper liquide, et donc en cas de besoin, votre petite fille, elle aura toujours ça. Donc c'est vraiment une très bonne idée, et je la comprends. Oui, puis sur 18-20 ans, le risque est 8,69 par an. Voilà. Oui, c'est un bon rapport. Alors, justement, dans ce que vous nous disiez sur la rentabilité de l'or, moi, le point dont on me parle très souvent quand je fais des vidéos sur l'or dans les commentaires, on parle souvent de la fiscalité et des frais. C'est-à-dire que grosse fiscalité, gros frais sur l'or, et que du coup je m'en rends pas compte en fait. Voilà, moi je suis pas un expert de l'or et je me rends pas compte de est-ce que ça va me bouffer mes 8,69% par an, et en fait c'est l'État qui se sucre, l'État ou le marchand d'or qui se sucre, mais pour moi ça revient au même, j'ai pas les sous. Ou est-ce que il y a un moyen d'avoir une fiscalité plus légère, ou peut-être d'acheter de manière à ce que je donne pas un pourcentage très important de mon argent aux marchands, en fait. Donc le côté à la fois fiscalité, le côté marchand d'or, quoi. Alors là, on ouvre un grand livre parce que le choix de la pièce ou du lingot que vous allez acheter, ça peut reposer essentiellement sur des questions de fiscalité sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec des fiscalistes, longuement d'ailleurs, parce que c'est tellement opaque, on va dire, et en même temps clair quand on lit l'ensemble, mais quand on va au bout de la littérature fiscale, disons que le fisc a répondu à tout, mais pas au même endroit, et des fois, parce que c'est du droit et du droit fiscal, c'est pas sympathique à lire, et effectivement, on peut se perdre. Alors, déjà, on parle d'ordre d'investissement. C'est pour ça qu'on a publié ce petit guide gratuit celui dont vous avez proposé à nos
téléspectateurs de télécharger. Pour répondre à cette question, c'est quoi l'or d'investissement? On parle pas de bijoux là. On parle pas d'or à l'état brut ou d'or industriel ou d'or ou de pièces d'or de collection qui est une affaire de numismate. Non, là on parle d'or d'investissement. C'est une catégorie d'or très 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 bien définie qui est exonérée de TVA. Donc il y a une directive européenne et dans tous les pays occidentaux de toute manière ils se sont alignés là-dessus. C'est exonéré de TVA et tout ce qui brille ne relève pas de l'or d'investissement. Donc déjà, il faut acheter que de l'or d'investissement et, tant qu'à faire, ou plutôt par sécurité, que de l'or physique. Voilà. Après, de l'or qu'on détient soi-même ou qu'on laisse en coffre chez un prestataire, ça regarde chacun. On peut aussi alterner entre les deux. Mais voilà, c'est je vous coupe une seconde. Allez-y, je vous écoute. Je vous coupe une seconde, justement. Entre or physique et or papier, c'est souvent quelque chose qu'on nous demande. Donc, est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'or physique ou dans l'or papier? Alors, j'ai déjà un peu répondu à la question puisque j'ai parlé essentiellement d'or physique. L'or papier, le problème avec l'or papier, c'est que c'est d'abord du papier. Ça, c'est un premier souci quand on veut acheter du métal. Mais au-delà de ça, alors, l'avantage, c'est la simplicité, puisque vous passez par un intermédiaire en ligne, vous avez un compte, paf, vous achetez de l'or papier. Et puis il y a un autre intérêt, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sont les frais. Oui, l'or papier, ça coûte beaucoup moins cher que l'or physique, enfin beaucoup. Faut voir, hein, parce que j'en ai acheté pas plus tard que la semaine dernière. Grâce à un petit cashback là d'une néobanque qui voulait que j'investisse absolument pour l'avoir. Alors j'ai acheté quelques ETF et j'ai vu que les frais étaient les frais de gestion de 0,12% par an. Ça m'a fait sourire parce que les frais de gestion de l'or, si je garde ça pendant 20 ans, ça va pas me demander beaucoup de boulot au gestionnaire mais il va me prendre quand même 0,12% par an. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, le vrai problème, et là c'est plus sérieux, le vrai problème de l'or papier, c'est la contrepartie. On estime qu'il y a beaucoup plus de papier que de métal derrière, et le ratio. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques mesurables, formelles et officielles de ça, mais on estime qu'il y a 500 onces d'or papier pour 1 once d'or métal. Alors tant que ça tient debout comme système, ça va, parce que les ETF, la valeur d'une once papier suit le seul cours de l'or qu'il peut y avoir. Donc ça va. Mais le jour où on va se rendre compte qu'il y a cette dichotomie, qu'est-ce qui pourrait se passer? Une scission peut-être entre le métal et le papier. Et dans ce cas-là, un effondrement du papier. Il y a un vrai risque, hein. Il y a un vrai risque à détenir de l'or papier. C'est un problème que... Sans parler du fait que qui détient le métal que vous avez possiblement acheté, ou le titre en tout cas, et que se passe-t-il si cet intermédiaire disparaît lui-même, fait faillite? Que se passe-t-il? À mon avis, vous n'avez plus que du papier. C'est d'ailleurs un problème c'est le problème qu'on a connu avec les subprimes, où les banques avaient gorgé tous leurs produits d'investissement d'obligations de maisons, et petit à petit elles étaient allées sur les crédits hypothécaires de moins en moins bonne qualité, jusqu'à ce que la qualité de quasiment tout soit nulle, et à ce moment-là tout a explosé. Et ce problème des ETF justement papier, où il y a beaucoup trop de papier par rapport à l'or physique, on a le même risque. C'est un moment la différence soit tellement énorme que ça ne soit pas soutenable et qu'on ait des ETF qui aillent au tapis, quoi. Donc c'est ça. C'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'avant, quand je dis avant, c'est avant Internet, on va le dire comme ça. Encore que il y a encore quelques années, c'était bien plus simple d'acheter de l'or papier, comme je viens de le décrire, un compte, on se tantifie, on achète, on investit. Acheter une pièce, fallait aller dans une boutique, fallait se faire
conseiller, fallait discuter, fallait repartir avec sa pièce, fallait la stocker, la sécuriser chez soi. Et puis le jour où on voulait la revendre, c'était chemin inverse. Peut-être qu'on voulait faire 2-3 boutiques pour savoir quel était le mieux disant, etc. Bon, bah ça prenait beaucoup de temps. C'était tout sauf simple. Mais maintenant qu'on peut acheter, investir dans l'or physique, digitaliser, acheter en ligne, se faire livrer, etc. Cette simplicité, elle s'est étendue à l'or physique. Donc ce bon argument, cette bonne raison ne tient plus en fait. Donc faut vraiment faire attention à l'or papier pour des raisons de risque qu'on vient de décrire. Si le ratio est effectivement de 500 contre 1, bah ça veut dire que votre papier vaut 500 fois moins que ce que vous voyez, ou que ce que vous croyez, ou que ce qu'on vous fait croire. Donc, or physique, or papier, on va quoi? Plutôt vers l'or physique, et je suis assez d'accord. Enfin, moi, qui suis quelqu'un d'excessivement prudent, je serais plutôt allé vers le physique. Alors moi, je dis pas plutôt, je dis n'allez que sur l'or physique. Voilà. D'accord, que sur l'or physique. Et derrière, et encore, je répète aux gens qui regardent la vidéo, je n'ai pas d'or à vous vendre, donc moi, j'ai aucun intérêt à vous le dire. Mais la certitude, c'est que moi, j'irai clairement vers de l'or physique plutôt que de l'or papier si j'en achète. Voilà, et je rassure aussi les personnes qui nous regardent, j'ai pas d'or non plus à vendre. Je ne suis pas négociant en or et ni intermédiaire en ETF. Donc voilà. Donc du coup, on revient, maintenant qu'on a répondu à or physique ou or papier, on peut revenir sur la fiscalité. Est-ce que c'est l'État qui repart avec l'ensemble de mon or, enfin l'ensemble de ma plus-value en or quand je vends ou pas, et les frais d'intermédiaire, comment on fait pour amoindrir ça? Donc vous aviez déjà différencié l'or bijou et l'or d'investissement, et vous nous aviez parlé d'or physique, donc est-ce qu'on peut continuer? Je vous avais interrompu, mais... Voilà, donc à l'achat, on ne prend que de l'or d'investissement, donc on évite les bijoux, on évite les pièces de collection aussi. Pourquoi? Parce que l'or d'investissement, c'est vraiment dédié à l'investissement, comme son nom l'indique, il n'y a pas de TVA, puisque c'est un instrument financier, en tout cas c'est comme ça que la loi, que la directive européenne a été rédigée et ensuite intégrée en droit français dans le Code général des impôts. Donc, excusez-moi, je vous arrête encore. Excusez-moi, je vous arrête encore une seconde, mais vous dites on prend pas de pièces de collection. Ça veut dire que je peux pas acheter des Napoléons en or ou parce que le lingotin déjà c'est une somme. Ah oui, je peux quand même acheter du Napoléon. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça. Regardez dans le petit guide que vous pouvez télécharger. Regardez ce qu'est l'or d'investissement. Vous aurez la réponse. Mais le Napoléon, un Napoléon, c'est de l'or d'investissement. À part quelques Napoléons très rares, mais dont la valeur est conférée non pas par le point en or contenu dans la pièce, mais par la rareté de la pièce. Mais là, on est chez les numismates, donc voilà, c'est surtout la rareté qui fait le prix. Alors que de l'or d'investissement, sa valeur, c'est d'abord et en général quasiment seulement l'or détenu, le poids d'or pur contenu dans la pièce ou le lingot. C'est ça l'or d'investissement. Okay. Mais le Napoléon, donc, je peux acheter des pièces. Voilà, le classique Napoléon, bien qu'il soit démonétisé, c'est de l'or d'investissement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, d'ailleurs, bon, alors c'est un bon choix parce qu'au moins il est reconnu. Hein. C'est vrai que Napoléon en France, il n'y a pas de problème. Ça, comme valeur monnaie d'échange, c'est quand même une bonne pièce. Alors, c'est pas la meilleure pour une raison justement de fiscalité. Mais parlons de fiscalité. Allons-y. À l'achat, pas de TVA. Donc la fiscalité, elle est cristallisée à la revente. L'or a mauvaise presse en termes de fiscalité parce que, je le disais, la législation est assez complexe. Il faut ouvrir c'est une sorte de poupée russe. Voilà, il faut ouvrir une série de poupées russes pour avoir une vision globale de la question, et ça prend. C'est un travail d'expert. Hein. Je suis bien placé pour en parler. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie, donc j'ai fait ce travail-là. Et pourquoi l'or a mauvaise presse? Parce que il existe une taxe forfaitaire qui est très élevée, de 11,5% pour certains types d'or d'investissement. 11,5%, mais je parle bien d'une taxe forfaitaire
sur la valeur du bien, sur la valeur de l'objet, sur la valeur de la pièce, non pas sur la plus-value réalisée. Vous entrez dans une boutique, vous achetez une pièce 400, vous sortez, vous la revendez, vous faites demi-tour, vous venez la revendre, on va vous prendre 11,5%, taxe forfaitaire. Mais c'est une option, cette taxe forfaitaire. Heureusement d'ailleurs, vous pouvez aussi opter pour la plus-value, comme l'essentiel des biens. Vous pouvez opter donc pour une taxe sur le seul gain que vous avez réalisé. Alors, cette taxe a un taux variable parce que lié à la durée de détention, en fait, son taux de départ est de 36,2% et ensuite vous gagnez 5% d'abattement par année de détention au-delà de la deuxième année, ce qui fait qu'au bout de 22 ans, il n'y a plus de taxes et il n'y a plus de cotisation. Il n'y a ni taxe ni cotisation. Au bout de 22 ans, zéro, absolument zéro. Il y a quand même pas beaucoup d'actifs, cherchez bien, pas beaucoup de produits d'épargne qui sont totalement exonérés. À un moment donné, même l'assurance vie détenue depuis longtemps, vous payez toujours à minima des cotisations sociales, 17,2% aujourd'hui. C'est aussi vrai pour les PEA. Là, on parle de véhicules. Alors que l'or, vous pouvez arriver, si vous le détenez longtemps, par être totalement exonéré de plein droit. Mais à l'intérieur, alors, une fois qu'on a cette vision de l'option entre une taxe sur la plus-value et d'une taxe forfaitaire qui pourrait être intéressante en cas de très forte progression, hein, elle pourrait effectivement s'avérer payante. Enfin, plutôt, on cherche à pas payer justement, donc on se comprend, pas payante, voilà, ou le moins possible. Et puis au-delà de ça, il y a quelques catégories dans l'ordre d'investissement qui sont exonérables dans certaines conditions. Donc, si vous choisissez ces objets en or, vous pouvez, à la revente, être exonéré de toute taxe et cotisation. Alors, je suis justement en train de mettre en place un webinaire, puis une masterclass sur ces questions de fiscalité de l'or. Le webinaire sera gratuit. Si vous voulez être tenu informé, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de mon éditeur, donc dont on parlait tout à l'heure. Vous trouverez le lien, n'est-ce pas, François-Xavier, dans la description. Jean de Portal, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une question technique, pas simple à répondre. Hein, je vous le disais, c'est un très grand livre, mais enfin, vous pouvez acheter de toute façon les taxes dont on vient de parler, forfaitaires ou plus-value, sont universelles pour tout l'ordre d'investissement. Et puis là-dedans, il y a certains objets, certaines catégories d'or qui sont exonérables. Et quand on sait comment obtenir cette exonération, eh bien, on privilégie cela et on en profite. D'accord. Et oui, c'est intéressant. S'il n'y a pas d'impôt dessus, je repensais, pendant que vous me disiez ça, je repensais à ma petite fille. Je me dis 22 ans, bah voilà, elle a pas encore un an. Dans 22 ans, elle en aura donc 22, presque 23. Oui, vous voyez, à l'échelle d'une transmission d'une génération à l'autre, ou d'ailleurs, j'ai un petit mot à propos de la transmission, même en vue de la retraite, hein, si on se dit tiens, je vais me faire une épargne en or pour la retraite, eh bien, on gagne cet abattement chaque année. Donc, même si on commence tardivement, de toute façon, c'est glissant. Hein. Il faut imaginer que on commence par revendre son or acquis il y a plus de 20 ans, 22 ans, donc zéro. Et puis après, au fur et à mesure qu'on est à l'âge de la retraite, eh bien, on continue à vendre son or pour se faire une rente de cette manière-là, et totalement exonéré pour le coup. L'abattement là est de 100%. Oui, puisque vous me parlez de votre petite fille, il y a aussi quelque chose de très simple. On ne peut pas transmettre directement un contrat d'assurance vie, ça c'est pas possible. On espère d'ailleurs avoir à le transmettre ou que le bénéficiaire touche le capital le plus tard possible, mais enfin, c'est pas le cas de l'or. On peut donner de l'or à tout moment, soit sous forme de cadeau, comme vous l'avez fait, soit sous forme de donation simple, voire donation-partage quand la situation est un peu compliquée. Soit il y a beaucoup d'or et puis aussi plusieurs bénéficiaires, héritiers potentiels.
Et là, il y a quelque chose fiscalement d'intéressant, c'est que comme il s'agit d'une cession à titre gratuit, au moment où vous transférez l'or, au moment où vous faites donation, eh bien, il n'y a pas de taxe à payer parce que il n'y a pas de revente, donc il n'y a pas de plus-value, donc il y a cession à titre gratuite et sans impôt. Pareil, 0% d'impôt, 0% de cotisation sociale. Donc c'est aussi une sortie que je vous livre là, une sortie possible pour effacer toutes les plus-values, tous les gains réalisés en transmettant, en donnant son or à ses proches, à ses enfants en général. Ou petits-enfants, pardon. Ou petites-filles. Et ça, il faut que je déclare à petite fille, là. Mais il faut que je déclare aux impôts. C'est-à-dire, je dis aux impôts, j'ai donné un lagotin à, je donnerai pas le nom de ma petite fille, mais alors pas forcément. X Carpentier, j'ai donné. Pas forcément, parce que dans le Code civil existe le cadeau, hein, le présent d'usage, donc c'est ce qu'on appelle tout simplement un cadeau. À partir du moment où vous offrez quelque chose d'une valeur raisonnable par rapport à votre patrimoine et vos revenus, Oui. et à l'occasion d'un événement, en général un événement festif, qui est souvent concrétisé par la symbolique d'un cadeau, eh bien là, ça échappe à toute règle fiscale et civile. Donc personne n'a le droit de regard et de quoi que ce soit sur votre cadeau. Et donc on peut imaginer, là on parlait du Napoléon tout à l'heure, un Napoléon offert à un anniversaire, à Noël, à l'occasion d'une naissance, un baptême, une réussite, un examen, un mariage, bon bref, etc., etc. Là, il n'y a pas question de fiscalité. Hein. C'est zéro. Le fisc ferme les yeux en quelque sorte. Voilà, okay. C'est un cadeau. Donc, mais c'est important de percevoir que justement l'or physique, grâce à sa symbolique, dont on parlait tout à l'heure, fait un excellent cadeau. Alors que si vous commencez à offrir des actions aux anniversaires et à Noël, il y a un moment peut-être qu'on va venir vous enquiquiner en disant attendez, ce que vous faites là, c'est un peu de la donation déguisée, quoi. Bon, voilà. Et puis pour ce qui est de la déclaration, oui, si vous voulez, vous pouvez aussi dire c'est une donation, donc bénéficier de l'abattement de 100 000 euros. Là, parce que c'est dans votre intérêt, parce que la quantité est importante, parce que vous voulez dater le moment où l'or sort de votre patrimoine et entre dans le patrimoine d'un enfant, par exemple. Donc là, vous pouvez avoir intérêt à le déclarer. Si c'est une donation simple, un formulaire suffit que vous envoyez. Il n'y a pas de chèque à faire tant que vous restez en dessous de 100 000, de l'abattement des 100 000 qui est lui-même renouvelable. Mais l'or entre bien dans l'abattement de 100 000, auquel chaque parent et chaque enfant, chaque binôme parent-enfant a droit. Voilà, donc 2 parents, 2 enfants, ça fait quand même 400 000 euros. Bon, il y a évidemment l'immobilier là-dedans, hein, mais il y a aussi l'or. Mais 400 000 euros d'or, ça va. Quoique, à 8,69, oui, c'est déjà beaucoup. À 8,69, ça pourrait poser problème. D'avoir 400 000, oui, mais 400 000 euros d'or. Ça fait déjà beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ça commence à faire beaucoup. D'accord. Et alors, pour en finir avec cette histoire fiscalité frais, l'autre question dont on m'a beaucoup parlé, moi, c'était des frais des courtiers et des marchands d'or, en fait. Qu'est-ce que vous conseillez? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous conseillez vis-à-vis de ça? Alors, en fait, il y a ce que l'on appelle la prime, qui s'applique à l'or physique. Donc, la prime, moi j'appelle ça des frais. Bon, on peut appeler ça une prime si on veut. En fait, c'est la différence entre le prix d'achat dans une boutique de la pièce et le cours de l'or détenu dans la pièce. Donc, bon, c'est le spread, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce que le marchand va se mettre dans la poche parce que il faut bien quand même qu'il vive. C'est essentiellement, voilà, oui, sinon il va mettre la clé sous la porte, on lui en voudra pas, mais bon, malheureusement il y aura plus de marchands. Donc c'est essentiellement ça, hein, les frais dont on parle. Alors ils sont variables selon le type d'or. En général, plus l'objet est petit, plus cette prime est élevée. Sur des objets moyens, on va trouver des primes de quelques pourcents, c'est-à-dire peut-être autour de 5%. Sur les meilleurs, on va trouver des primes à 3%. Hein, donc vous payez 3% de frais, entre guillemets. En général, ce sont les seuls frais. Donc sur la durée, évidemment, les 8,69 vont pas être mangés par cette prime.
Elle est pour autant pas neutre, hein, c'est un ticket d'entrée quand même assez élevé, mais vous trouvez aussi de l'or digitalisé sur Internet. Alors l'or digitalisé, l'or alloué, on peut l'appeler comme ça, l'or fractionné, qu'est-ce que c'est? C'est un stock d'or physique dans lequel vous pouvez investir et donc devenir propriétaire d'une fraction de pièces, de petits lingots, de gros lingots, de grosses barres, etc. Mais vous avez qu'une petite fraction en fonction de l'investissement que vous faites. Quand je parlais tout à l'heure de l'investissement à partir d'1 €, c'est ça. Donc c'est bien de l'or d'investissement, c'est bien de l'or physique, mais c'est de l'or qui est alloué. Et là, les frais sont beaucoup moins élevés. Il y a par exemple un prestataire français qui aujourd'hui a un forfait unique, un tarif de 3%, donc c'est le ticket d'entrée, on revient à ces 3%, vous payez 3%, et ensuite, si prime il lui arrive d'appliquer une prime sur certains de ces produits, mais s'il y a une prime, elle vaut aussi bien à l'achat qu'à la revente. Donc si vous surpayez un peu votre or, par exemple de 2%, mais de toute façon, vous le revendrez aussi avec plus de 2%, et comme entre-temps, le cours de l'or, on espère, aura progressé, vous ferez la cerise également sur cette prime. Mais voilà, il faut avoir en tête que oui, ça coûte plus cher que les 0,12 d'ETF, encore c'était des 0,12 annuels dont je parlais tout à l'heure, mais avec la rentabilité de 8,69 et tous les avantages liés à l'or physique, à l'or d'investissement physique, je pense qu'on revient à cette question du début de notre entretien. Est-ce qu'on peut avoir de l'or que j'avais transformé en est-ce qu'il faut avoir de l'or plutôt est-ce que ce serait une erreur de ne pas en avoir? Et même vous voyez à 3, 4, 5%, moi je pense que c'est un bon prix. D'accord. Et je vends pas d'or. Je suis comme vous, je vends pas d'or. C'est très important que je le dise. Oui, non, mais voilà, il faut qu'on le dise aux gens qu'ils n'aient pas l'impression qu'on est en train de leur vendre de l'or. C'est pas du tout. Voilà, c'est vraiment pour savoir ce qu'il en est. Donc, du coup, si demain, l'un des spectateurs ou moi, on a envie d'acheter de l'or, à votre avis, d'abord, quelle est la stratégie à employer pour se mettre à acheter de l'or demain, alors que j'y connais pas plus, enfin je connais pas plus que ça, quoi, voilà. J'ai toujours peur qu'en poussant une porte d'un magasin, on me vende en fait du plomb doré plutôt que de l'or, et de m'en apercevoir 40 ans après quand j'essaie de vendre le plomb doré. Donc, mais ma connaissance de l'or en est là, donc voilà. Et donc, quelle serait la stratégie pour acheter de l'or? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète petit à petit, mettre 100 € tous les mois, ou alors je mets tout de suite 1200 € à acheter un lingotin ou plus gros qu'un lingotin? Est-ce que les perspectives là que l'on a vues, alors je sais que le passé ne prédit pas le futur, mais est-ce que on a de bonnes perspectives? L'analyste BNP semblait dire oui. Est-ce qu'on a d'autres analystes qui vont là-dedans? Bref, comment je m'y prends concrètement? Voilà, alors cette perspective du stratégiste que je citais tout à l'heure, c'en est une parmi beaucoup d'autres, et on va très haut, hein. En fait, il y a beaucoup de scénarios très sérieux, je le redis, d'économistes, de banquiers désormais, et ce qui va être intéressant de regarder, c'est qui va gagner. Quel scénario sera celui qui va se réaliser ou le plus proche de ce qui avait été prédit. Et de toute façon, moi, tout me va, hein, parce que quand je vois 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, donc je dis 10 000 parce que on a deux journalistes experts aux éditions Jean Portal qui se sont posé cette question et qui ont étudié cette question très sérieusement, et c'est pas complètement délirant. Mais vous savez, ça peut paraître délirant, mais même 4 000, hein, j'en serais ravi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est à 2004-2005. Hein, on est aux alentours de 2004-2005 aujourd'hui. Donc voilà, là, vous parlez en dollars un petit peu. Les 10 000, c'est, oui, quand on part de 2004 en dollars, en euros, c'est un petit peu moins, hein, 2257, c'est le record du 12 avril, 2257, donc 10 000 €, 10 000 $. Ça paraît très loin. Et pourtant, x5, l'or l'a déjà fait. Et l'a fait 2 fois.
D'accord. depuis la fin des accords de Bretton Woods. Donc c'est pas impossible entre 2005 et les 2000 euros, le seuil des 2000, on est bien passé de 400 euros à 2000 euros. Donc celui qui a acheté de l'or en 2005, il a pu le revendre à 2000. Bah ça fait x5. Et pourtant à l'époque, c'est sûr que celui qui parlait de 2000, on le regardait un peu comme un Oui. zinzin ou quelqu'un de franchement pas sérieux. Donc voilà, on est dans cette fourchette entre 3000. Alors 3000, c'est relativement à court terme. Hein. Certains pensent qu'on dépassera le seuil, le nouveau seuil psychologique des $3000 en 2024. Les 4000 dont je parlais tout à l'heure, c'était en 2025. On a deux grands experts qui avaient... alors, c'est vraiment une étude très sérieuse qui sort chaque année de prospective et qui avait fixé le cours de l'or à $4821 dans la décennie, donc la décennie 2020, donc d'ici à 2030. Mais ces $4821, ils l'ont prédit, fixé en mai 2000. Ça fait 4 ans. Et manifestement, on est sur le bon chemin. Parce qu'à l'époque, on devait être à 1700 quand ils ont sorti ce premier rapport qui s'appelle In Gold We Trust. Donc, ce sont deux experts, Stofferle et Walek, deux experts autrichiens. Et c'est un rapport annuel également. Voilà, j'essaye de donner des perspectives. Alors, on parle, pour ceux qui ne connaissent pas, on donne le cours de l'or en onces. Une once, c'est à peu près à peu près 31 grammes d'or pur. Donc, une pièce d'une once, c'est une pièce qui contient 31 grammes d'or pur et ça vaut 2200 euros aujourd'hui. Voilà, le record 12 avril dernier, 2257 euros. En dollars un peu plus, mais ça c'est juste le taux de change entre l'euro et le dollar. Donc, comment je m'y prends? Si je veux acheter de l'or, est-ce qu'il y a une stratégie intelligente à faire voilà, j'ai un petit peu d'argent, je veux le placer en or. Est-ce qu'il y a une stratégie plus intelligente qu'une autre ou juste aller dans un magasin, ça peut être ça. Enfin, c'est une stratégie, entrer dans un magasin et acheter des pièces. Hein. Encore une fois, à partir du moment où il s'agit d'or d'investissement, et ça vous allez le savoir très très vite puisqu'il n'y a pas de TVA. Donc à partir du moment où vous payez la TVA, c'est que vous êtes en train d'acheter des bijoux, vous êtes trompé de porte. Ça s'appelle une bijouterie ou un joaillier. Voilà. Mais si vous rentrez chez un marchand de pièces d'or, hein, et si vraiment vous savez pas, il y a ce Napoléon, hein, à l'effigie de Napoléon ou Marianne Coq, hein, Marianne d'un côté, le coq français de l'autre. Bon, voilà, ça fait une très bonne pièce. Peut-être qu'il faut même commencer par ça, se dire tiens, je vais acheter un Napoléon. Je vais commencer par acheter du grand classique avant de savoir ce qui existe, quelles sont les variantes. On parlait de lingots teints tout à l'heure. Alors, les lingots teints, ça n'a pas une définition arrêtée précise, c'est variable d'un négociant à l'autre, mais globalement, ce sont les petits lingots. Donc, ça commence à 1 gramme. Au-delà d'une once, faut pas, hein, parce que ça commence à être des lingots trop gros et il va y avoir un problème à 8,69. À 8,69, on double en 8 ans à peu près. Hein. Tous les 8 ans, on voit la valeur de son actif doubler. Et donc, si vous achetez des fractions trop grosses, ensuite, pour revendre, ça peut poser problème puisqu'on cherche quelque chose quand même de relativement liquide. Donc, voilà, il faut pas prendre trop gros non plus. On a dit le kilo, c'est tout à fait impensable, pas raisonnable aujourd'hui. Oui. Donc, bon, voilà, on pourrait commencer par un Napoléon ou acheter via des sites spécialisés, acheter un peu d'or digitalisé ou acheter auprès de prestataires en ligne. Il y en a des très bons. Alors, les faux. Oui, alors, de l'or faux, il y en a. Mais enfin, si vous achetez auprès de négociants installés qui ont pignon sur rue, pignon sur web, j'ai pas de connaissance de faux produits qui se baladeraient, surtout à partir du moment où ceux-là s'engagent à racheter l'or qu'ils vous ont vendu.
C'est souvent le cas. Donc, ils n'auraient pas intérêt à vous refourguer des faux pour vous racheter des faux dont la valeur a été multipliée par 1,5, 2, 3, 4, 5, etc. Ça n'aurait pas de sens. Puis de toute façon, celui qui fait des faux, il va très 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 vite être démasqué. À la revente, vous imaginez bien qu'on vous rachète pas une pièce comme ça sans regarder si c'est vraiment une pièce authentique. Donc ça, faut faire attention évidemment si vous achetez dans certains pays, peut-être, mais enfin si on achète en France ou dans les pays proches, il y a peu de risques de faux, surtout sur les grands classiques, sur les types de pièces et les lingots classiques. Bon, alors maintenant ça répond pas tout à fait à votre question. Qu'est-ce que j'achète? C'est un peu quand même avec le Napoléon, mais c'est vrai que c'est difficile de répondre comme ça parce que c'est un vaste monde. Il y a beaucoup de choix. Il faut apprendre à connaître. C'est ce qu'on explique nous aux éditions Jean de Portal. On soit spécialisé dans les métaux précieux, dans l'or en particulier. Donc c'est ce qu'on explique à nos lecteurs. Quel choix faire, pour quelles raisons, quelle exonération, quelle fiscalité, etc. Mais je vous le redis, avec il y a des tout petits lingots de 1 gramme qui fait aussi peut-être une. Alors, ça coûte un peu plus cher. Là, la prime est plus élevée, mais c'est une manière d'apprendre, peut-être quand on pousse la porte, ou quand on va sur un site internet d'un vendeur, si possible, situé en France ou en Allemagne, en Belgique, etc., en Suisse, évidemment, dans les pays proches, auxquels on peut avoir confiance. Voilà, on peut s'acheter 1 gramme d'or pour quelques dizaines d'euros. C'est une expérience, et puis entrer comme ça, petit à petit. Ensuite, la question que vous posiez, quel est le bon... on revient à cette question du moment. Je redis, moi, je pense que le catalyseur, c'est le fait d'avoir les moyens ou l'envie ou le souhait de commencer à épargner régulièrement. Donc, si c'est une épargne progressive, on commence petit à petit, et puis de manière assez régulière. Puis si c'est pour réorienter une partie de l'épargne, là, effectivement, il faut commencer par regarder un petit peu le marché, regarder le choix des pièces, regarder la fiscalité. On en parlera à l'occasion du webinaire. Et là, ensuite, vous ferez votre choix. Mais à la fois, faut pas trop traîner, à la fois, faut pas se précipiter non plus. Mais voilà, je crois que j'ai répondu à la question. J'aime bien les petits lingots de 1 gramme, c'est un peu petit, mais aujourd'hui, les petits lingots de 5 grammes, 10 grammes, voire 20 grammes, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait une bonne coupure. La prime est pas trop élevée. Voilà, les pièces classiques, Napoléon, les pièces à cours légal. Alors les pièces à cours légal, c'est essentiellement dans les pays anglo-saxons, en Angleterre. Vous prenez un souverain, c'est une pièce avec à l'effigie d'Élisabeth ou maintenant de Charles. Et ça, c'est universel comme forme d'or aussi. C'est de l'or d'investissement, évidemment. Et c'est à cours légal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État britannique qui va donner le cours de cette pièce-là et vous l'achèterez à ce prix-là et vous la vendrez à ce prix-là, ou c'est un peu plus différent de ça? Alors, malheureusement, vous ne l'achèterez pas à ce prix-là, parce que ce sont des pièces qui ont une valeur faciale, donc en livres sterling. Vous pourriez les utiliser pour aller acheter quelque chose dans un magasin comme n'importe quel billet de banque ou pièce de banque, monnaie fiduciaire. D'accord. C'est de la monnaie fiduciaire d'ailleurs, ça a valeur légale, mais évidemment, compte tenu de la matière utilisée pour fabriquer la pièce, en fait, elles sont vendues pour l'or qu'elles contiennent, elles sont vendues et rachetées que pour ça. Elles continuent d'avoir valeur légale parce qu'historiquement, c'était un moyen de paiement. En France, on a démonétisé, donc vous ne pouvez plus payer avec le Napoléon, mais à l'époque, vous pouviez payer avec des pièces en or. D'ailleurs, il fallait payer avec des pièces en or certains achats, voilà, au quotidien. Donc c'est de ça dont on parle. La valeur légale, elle est à la fois légale et symbolique, puisque personne ne va acheter au prix légal. Si une pièce vaut 100 livres sterling, mais pèse une once d'or, en fait, elle détient la valeur de l'or, c'est 2000, plus de 2000 euros. Vous préférez vendre de l'or plutôt qu'acheter quelque chose avec. Voilà, c'est ça, la valeur légale. Voilà, c'est ça. Mais c'est important de le dire. Les pièces à cours légal, c'est de l'or d'investissement. Voilà. Et les pièces à cours légal, celles qui ont encore cours légal aujourd'hui, c'est essentiellement les pays anglo-saxons. D'accord.
Eh ben, Nicolas Delorme, je vous remercie. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet. Je rappelle à ceux qui nous ont regardés, vous On a avez le effleuré, en rapport. fait, on a fait le tour de la planète Or, Ah oui, mais on n'est pas après il vraiment faut. rentré Oui, dedans parce que c'est un monde à part entière. Et ça oui, vaut le mais coup je quand pense même que de s'y ceux qui intéresser parce veulent. que, voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'il y a un train funiculaire à prendre ou pas, mais celui qui se dit, tiens, peut-être il faudrait que je diversifie. Alors, c'est une question à laquelle on n'a pas répondu. Jusqu'à quel point on peut mettre de l'or dans son patrimoine. Je vais juste donner un taux, c'est celui évoqué par l'AMF, Allez-y. l'autorité des marchés financiers, qui dit 5% du patrimoine global. Voilà, ça donne une idée du niveau d'or qu'on peut intégrer dans son patrimoine. 5% du patrimoine global, d'accord. Oui, je me suis mal exprimé. C'est pas qu'on a fait le tour, qu'on est rentré dans tout, mais on a vu l'ensemble de la périphérie de ce qui pouvait être intéressant sur l'or. Et après, faut approfondir chaque sujet, mais la vidéo est obligée de s'arrêter à un moment ou un autre. Donc voilà. Vous avez raison, mais pas approfondir tous on les pourra sujets. recommencer avec plaisir. Mais voilà, et je rappelle donc à tous ceux qui ont regardé la vidéo, le rapport 2024 sur la rentabilité de l'or que vous avez écrit et qui est donc aux éditions Jean de Portal, un lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir. Vous avez aussi le guide d'initiation à l'or d'investissement également aux éditions Jean de Portal, un lien pour aller le voir. Et globalement, si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez avoir beaucoup de livres sur l'or qui sont présentés, mais les deux dont je vous ai parlé, ils sont téléchargeables gratuitement, donc allez-y, profitez-en. Merci beaucoup Nicolas Delorme. C'est une bonne porte d'entrée. Merci à vous, c'était avec plaisir. Et à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.